Bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour tout le monde. Alors, avant de démarrer la matinée, je profite du micro pour remercier le bureau de l'ASMEDIAN. Alors, cette première session va être dédiée aux pieds diabétiques, qui va être traitée par professeur Mbaye, que j'ai l'honneur de présenter, professeur titulaire en médecine interne à l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal, chef de service de médecine interne et directrice du Centre national de diabétologie à Dakar, également spécialiste de santé publique avec une grande expérience en Afrique et en Europe dans les domaines de la recherche, des bonnes pratiques cliniques et de la gestion du pied diabétique et d'autres complications des maladies métaboliques. Représentante régionale de Diabetic Food International pour l'Afrique francophone et membre de l'Académie française de médecine. Donc à vous la parole, professeur Diop. Merci beaucoup, professeur Marekchi, c'est ça? Docteur Marekchi. Permettez-moi de commencer par remercier l'ASMEDIAN, les organisateurs, le comité scientifique, pour cette invitation dans ce beau pays frère qu'est le Maroc. Depuis mon arrivée, j'ai quand même une inquiétude. Vous savez qu'au Sénégal, nous nous sommes toujours targués d'être les rois de la teranga. La teranga, dans notre langue, signifie l'art de bien recevoir. Et ce qui m'inquiète, c'est que vous nous dépassez largement. Donc il va falloir, de retour chez moi, que je dise à mes compatriotes qu'il va falloir redoubler d'efforts pour continuer à mériter ce titre. Merci également pour le choix du thème, le pied diabétique. Hier déjà, j'ai écouté avec grand plaisir le docteur Idrissi nous parler de la biopsie osseuse percutanée. Et aujourd'hui, nous allons parler des dernières recommandations sur le pied diabétique. Il faut reconnaître que le pied diabétique n'est pas un sujet de prédilection dans nos rencontres scientifiques, et cela s'explique aisément par le fait que les complications du diabète, notamment les complications cardiovasculaires, ont considérablement diminué au cours de ces 30 dernières années, pour des raisons que l'on connaît. Il y a eu beaucoup d'améliorations dans la prise en charge thérapeutique et dans la prévention, surtout. Par contre, le taux des plaies et des amputations n'a quasiment pas varié ces 30 dernières années. Dans le monde, on estime qu'il y a une amputation toutes les 20 secondes. On disait il y a quelques années toutes les 30 secondes. Maintenant, c'est passé à toutes les 20 secondes. Et 80% de ces amputations surviendraient dans nos pays en voie de développement. C'est plutôt déprimant, n'est-ce pas? C'est encore plus déprimant quand c'est les anglophones qui en parlent. Ils disent « the tragic rule of 50 », la loi tragique des 50, parce qu'effectivement, le pied diabétique, c'est 50% d'amputations majeures, 50% de réamputation dans les 5 ans, mais surtout, c'est 50% au moins de mortalité dans les 5 ans. Et oui, les amputations sont annonciatrices de décès. Outre les conséquences, la conséquence fonctionnelle majeure que constitue l'amputation, cette amputation est un indicateur majeur de surmortalité, notamment de surmortalité cardiovasculaire. Et cette surmortalité est absolument considérable, comme on le voit un peu sur cette diapositive que j'ai empruntée au professeur Ariane Sultan. Donc on voit que, vous voyez, plus on a le recul après l'amputation, la surmortalité augmente. Donc ceci veut dire que le pied diabétique est effectivement un problème qui est grave, qui est sérieux, qui va altérer, qui va grever la vie des diabétiques. On utilise souvent ce terme de « c'est un problème de santé publique majeur ». Eh bien ici, c'est vraiment la réalité. Et ça coûte très cher, à la fois à l'individu et à la société. Donc, plusieurs études à travers le monde ont montré
que la mise en œuvre des principes de prévention et de gestion du pied diabétique entraîne une diminution très importante de la fréquence des amputations. Et ceci est à l'origine de nombreuses recommandations. Là, je vous en mets quelques-unes. Les recommandations internationales de bonne pratique pour la prise en charge des pieds. Il y a des recommandations spécifiquement dédiées à certains aspects, tels que les recommandations de la Société de chirurgie vasculaire, les recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française pour ce qui est les infections. Et tout récemment, la SFD a sorti le référentiel pied diabétique qui date de donc, 2024. Mais c'est surtout que, à l'échelle internationale, les recommandations qui sont le plus utilisées sont celles du groupe de travail international sur le pied diabétique, qui depuis 1999 produit des lignes directrices qui sont fondées sur des données probantes et qui concernent à la fois la prévention, mais aussi la prise en charge des lésions du pied diabétique. Les recommandations sont formulées par des experts qui proviennent du monde entier. Et ces recommandations sont publiées et mises à jour tous les 4 ans. Tous les 4 ans depuis 1999, elles sont traduites dans 26 langues, donc elles sont accessibles un peu à tout le monde. La dernière recommandation date de 2023. Elle est basée sur des revues systématiques et vous verrez que les grades des recommandations sont également indiqués. Donc voilà la recommandation de 2023. Toutes les lignes directrices ont été mises à jour. Et en outre, dans ces recommandations, il y en avait 6 à la base dans les recommandations antérieures. Bon, et puis une 7e a été ajoutée sur la prise en charge de la neuro-ostéo-arthropathie diabétique. Bon, on va en compter 8 au total si on inclut les practical guidelines qui regroupent un peu, qui font un peu un résumé de toutes les autres sections. Il va de soi qu'il sera impossible de parler de toutes ces recommandations en 30 minutes. Donc aujourd'hui, le principe de ce topo, mon but serait de résumer un peu les recommandations dans la section prévention. Et pourquoi la section prévention? Parce que, justement, la prévention est sans nul doute l'arme la plus puissante que nous ayons pour lutter contre le pied diabétique, surtout dans un contexte de ressources limitées. Il faut rappeler que 15% des diabétiques développeront dans leur vie un ulcère et que 85% des amputations sont précédées par un ulcère qui ne guérit pas. Donc, le principe de la prévention, c'est de dépister systématiquement le risque d'ulcération. Et c'est effectivement l'objet de la première recommandation de cette section prévention du groupe international de pied diabétique. Donc, dépister précocement les sujets qui sont à risque d'ulcération en recherchant quoi? La neuropathie périphérique et l'artériopathie, qui sont les 2 facteurs majeurs, les 2 facteurs pathogènes majeurs de lésions du pied chez le diabétique. On parle aussi de l'infection. On dit que le pied diabétique, c'est un peu le carrefour des complications du diabète. Mais l'infection, il faut savoir que c'est juste un mécanisme surajouté. Les 2 majeurs à rechercher systématiquement, c'est la neuropathie et c'est l'artériopathie. Pour ce qui est de la neuropathie, les points essentiels se résument ici en 4 points. On s'intéresse à la symptomatologie, à l'aspect du pied, on fait un test au monofilament et on va rechercher les réflexes ostéotendineux. Donc, ici, que des éléments cliniques. On n'a pas besoin de paraclinique pour dépister la neuropathie. Cette neuropathie se décline dans les volets sensitifs, moteurs et autonomes. Pour ce qui est de la neuropathie sensitive, on le sait, il y a beaucoup de symptômes que nos malades nous décrivent, de manière parfois très imagée. Les malades nous disent « j'ai l'impression de marcher sur du caoutchouc, j'ai l'impression de porter des chaussettes en permanence alors que je sais bien que j'en ai pas ». Et ce qui revient souvent, c'est le burning foot, la notion de brûlure plantaire, surtout nocturne. Mais on le sait, même si les signes fonctionnels sont nombreux, souvent la
neuropathie n'est pas symptomatique. C'est surtout l'absence de sensation qui doit sonner le signal d'alarme parce qu'elle expose à des blessures qui peuvent passer inaperçues, comme on le voit sur ce schéma, sur cette image d'un patient qui a marché sur un clou sans s'en apercevoir et cette punaise a été enlevée par le personnel soignant. Moi, ma plus grande expérience, la plus douloureuse certainement, c'est celle d'un patient qui nous est arrivé à la consultation avec le pied complètement cramé, brûlé, parce que c'était en période de froid. Et chez nous, on met, je ne sais pas, ça doit se faire au Maroc aussi, on appelle ça le hand, on met de la braise dans un pot en terre cuite pour se réchauffer. Le patient s'est endormi, son pied a reposé sur la braise, complètement brûlé, c'est l'odeur de brûlé qui l'a réveillé. Il pensait que c'était quelque chose qui brûlait dans la cuisine, ben c'était son pied. Et quand il est arrivé, bien entendu, c'était trop tard parce qu'il ne ressentait pas cette douleur qui constitue le signal d'alarme. On s'intéresse à l'aspect du pied parce que les déformations du pied, il y en a plusieurs. Certaines qui sont liées à la neuropathie motrice qui va créer un déséquilibre entre les muscles fléchisseurs et extenseurs du pied et qui peut ainsi se constituer ce qu'on appelle les griffes des orteils, ici, les griffes d'orteil, avec la saillie des têtes métatarsiennes. D'autres déformations peuvent être acquises en dehors du diabète, c'est le cas de l'hallux valgus ou le quintus varus, et ces lésions vont être soumises à des pressions excessives lors de la marche, des pressions répétitives par des hyperappuis sur les têtes métatarsiennes, et ces frictions continues vont entraîner justement les lésions que l'on connaît. Et puis, il y a également, donc, il faut rechercher systématiquement ces déformations et ces zones d'hyperkératose parce que vraiment, c'est fondamental dans le dépistage. Il y a également la neuropathie autonome qui entraîne le dessèchement du pied qui peut se fissurer et secondairement s'ulcérer. Et vous voyez ici les hyperonychies également qui peuvent être vraiment catastrophiques et c'est souvent des patients qui nous arrivent dans cet état-là. Et puis les stades ultimes que l'on connaît bien ici, le mal perforant plantaire au niveau des zones d'appui ou bien le pied de Charcot avec ses déformations, le pied qui prend un aspect cubique et qui va secondairement également s'ulcérer. Donc pour dépister la neuropathie, un geste tout simple, l'utilisation du monofilament de 10 grammes que j'imagine vous faites tous, je l'espère en tout cas, parce que chez nous, j'encourage les professionnels de santé à le faire, parce que c'est un geste tout simple qui consiste juste à appliquer ce monofilament au niveau de certaines zones électives. On décrit de 3 jusqu'à 8 zones, mais selon le groupe international du pied, même les 3 zones-là suffisent à détecter la neuropathie sensitive. Ce sont des zones électives. Il faut tester 3 fois, en appliquant 3 fois le monofilament dans chaque zone. Dans les 3 applications, on intercale une application factice et bien entendu, on demande au patient s'il ressent le monofilament et si le patient ne ressent pas 2 fois sur 3 des applications, on peut dire que cette zone est à risque d'ulcération. Ici, c'est juste une description de l'utilisation de ce monofilament, mais bon, j'imagine que tout le monde sait le faire. Donc voilà pour la neuropathie. Dépister également l'artériopathie en recherchant la claudication intermittente du membre inférieur, en palpant les poux, c'est fondamental, en mesurant l'indice de pression systolique. Et ça, il faut encourager les plus jeunes à le faire. Et puis l'échodoppler artériel des membres inférieurs et rappeler que l'artériographie est réservée à l'intervention, quand on envisage de faire une intervention, c'est là qu'on demande l'artériographie. Ce n'est pas un examen qu'on va demander systématiquement dans le dépistage de l'artériopathie oblitérante. Juste rappeler que l'absence des poux distaux est un signe d'artériopathie oblitérante. Par contre, la présence de ces poux n'élimine pas l'artériopathie. Pourquoi? Parce que ça peut être dû à une neuropathie concomitante, et c'est souvent le cas, qui va entraîner une ouverture des shunts artério-veineux. Donc, la présence du pouls peut bien être là, alors qu'il y a une véritable artériopathie. Pour ce qui est de la mesure de l'indice de pression systolique, je disais, encourager les professionnels de santé à le faire,
parce que ça permet de préciser la maladie vasculaire artérielle des membres inférieurs. Pas de prétexte en disant « je n'ai pas de Doppler, je ne le fais pas » parce qu'il suffit de mesurer la pression artérielle, c'est juste un indice de la pression artérielle cheville-bras. Ici, on vous montre un peu la technique et puis l'interprétation. On parle d'artériopathie inférieure, des membres inférieurs quand l'IPS est inférieur à un seuil de 0,9. Donc tout le monde devrait pouvoir le faire parce que ça aide à dépister cette artériopathie oblitérante. Quand, en présence d'une neuropathie ou d'une artériopathie, les recommandations indiquent de rechercher les autres facteurs de risque. Parce qu'en effet, les études épidémiologiques montrent que le risque d'ulcération du pied et d'amputation des membres inférieurs chez les diabétiques va augmenter avec d'autres facteurs, tels que la durée du diabète, l'atteinte rétinienne et surtout l'atteinte rénale, lorsqu'elles sont évoluées, vont prédisposer à la survenue très significative d'un ulcère et donc à l'amputation. L'âge du patient. Le sexe masculin sont également associés à un risque d'ulcération plus important. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a l'isolement social, le déni de la maladie. Donc, tous ces facteurs de risque, on les a classés ici en facteurs contributifs, mécaniques, en facteurs indirects liés au diabète, les facteurs indirects non liés au diabète et les antécédents d'ulcération ou de gangrène. Donc ça constitue la deuxième recommandation forte de ce groupe de travail international. Il faut rechercher les autres facteurs de risque qui, en dehors de la neuropathie ou de l'artériopathie, vont prédisposer à la survenue de ces ulcérations. Et une fois qu'on a fait cet examen, ce bilan, on est en mesure de faire ce qu'on appelle la gradation du risque. Évaluer le risque permet la prévention adaptée et surtout la prévention précoce avant la survenue de la lésion. Et cette gradation du risque, le groupe de travail la décline en 4 grades. 4 grades que je traduis ici en français. Vous voyez 4 grades qui vont du grade 0, faible, au grade 3, très élevé. Et la prise en charge est définie en fonction de chaque grade, comme on le voit ici dans la colonne du milieu. Ce qu'on peut dire en regardant ce tableau, regardez pour le risque 0, le taux d'ulcération à 3 ans est de 5,3%, ce qui veut dire quoi? Que le risque n'est jamais nul. Le risque n'est jamais nul quand on parle de pied diabétique, donc il faut redoubler de vigilance. Et ça donne lieu à d'autres recommandations. Et quand on lit ce volet prévention, de la recommandation 3 à la recommandation 8, on ne parle que d'une chose, l'éducation. Éducation, 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 éducation. Éducation structurée. Cette éducation, elle va s'adresser non seulement aux patients, mais également à la famille, à l'entourage, aux professionnels de santé. Une fois qu'on a évalué le risque, il faut sensibiliser le patient, il faut sensibiliser les patients, les professionnels de santé, et ça permet d'adapter la prise en charge qui va tourner autour de plusieurs points. Cette prise en charge, cette éducation, elle se fait au mieux avec l'ETP, l'éducation thérapeutique, indispensable à la prévention. C'est un facteur d'observance. Elle doit être adaptée à la gradation du risque lésionnel. On le verra, en fonction du grade, l'éducation va se rapporter au type de grade du patient. Au patient lui-même et à ses possibilités éducatives. Et elle doit être associée à la réalisation d'un appareillage adapté et d'un programme de surveillance. Et bien entendu, elle est faite par une équipe pluridisciplinaire. Ici, je vous montre un exemple de comment nous procédons au Sénégal. Nous utilisons bien sûr ces outils tels que la Conversation Map, qui nous a été offerte par la firme Lilly, mais nous privilégions surtout l'approche participative, nous professionnels, ça c'est quand j'étais jeune, hein, très très jeune, ça fait longtemps, et avec les éducateurs et d'autres patients, nous privilégions l'approche participative parce que nous avons affaire pour la plupart à des malades analphabètes. Donc nous préférons leur montrer de quoi nous parlons
et c'est très efficace. Je disais donc éducation adaptée au grade. Pour les patients de grade 0, donc risque faible, il s'agit de faire une éducation générale, de leur expliquer la relation entre le diabète et les lésions du pied, de souligner l'importance des soins d'hygiène du pied et puis de la possibilité de minimiser les risques par ces mesures simples finalement. Quand on explique à un patient comment se laver les pieds, comment se couper les ongles, et ça, ce n'est pas superflu. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, ne savent pas que les ongles, il faut les couper droit. Ce n'est pas suivre les angles, parce que quand ça repousse, ça va repousser dans la chair, et c'est ce qui donne les ongles incarnés. Il faut donc couper droit et puis limer les angles. Expliquer le choix des chaussures de bonne qualité, éviter les callosités, et puis leur recommander de faire un examen médical annuel du pied, donc des mesures d'ordre général que l'on résume un peu ici en 10 commandements du pied diabétique, les mesures à faire et celles qu'il faut éviter. Pour les patients à risque avéré, de grade 1 à 3, il faut une éducation plus ciblée. Pour ces patients, il faut d'abord un savoir. Il faut leur montrer, leur expliquer, qu'ils comprennent les relations entre le diabète et le pied, les anomalies à dépister lors de l'auto-examen des pieds. Parce que dans l'éducation générale, on leur dit, voilà, il faut examiner vos pieds. Mais il faut leur dire qu'est-ce qu'ils doivent rechercher. L'hyperkératose, la sécheresse, les fissures, vous voyez, les mycoses interorteils. Tout ça, c'est à rechercher. Les situations à risque de plaies, que ce soit au domicile, au travail, par exemple, pour ceux qui mettent des chaussures dans les chantiers, etc. Certaines activités qu'il faut éviter. La marche pieds nus, les coïcides, je ne sais pas si vous en utilisez ici. Chez nous, par exemple, et chez vous également, il y a beaucoup de henné. Mais chez nous, le henné, on rajoute de l'ammoniac pour avoir la couleur noirâtre. Et c'est toxique, bien entendu, même pour un sujet sain, a fortiori pour un sujet diabétique, sans compter qu'on va envelopper le pied dans du plastique pendant des heures, ce qui va favoriser la macération. On explique de manière générale l'intérêt des mesures préventives. Il faut un savoir-faire. Il faut qu'ils sachent faire ces mesures préventives. L'auto-examen des pieds, examiner l'appareillage, les chaussures, le choix des chaussures, etc. Donc ça, c'est un savoir-faire. Et justement, à propos des chaussures, l'examen de ces chaussures et de l'appareillage doit être systématique et quotidien. Il faut apprendre aux patients à mettre la main dans leurs chaussures avant de les mettre. Rechercher un corps étranger. Un patient est venu à notre consultation et un jour, on est passé devant, il a enlevé ses chaussures, quelqu'un est passé dessus et puis il a entendu un bruit. C'était ses clés qu'il recherchait depuis plusieurs jours, qui étaient tombées dans la chaussure qu'il mettait tous les jours, mais qu'il ne sentait pas. Donc, apprendre à rechercher les chaussures. Donc, ce bilan, ça doit être fait, c'est ce qu'on appelle le bilan du chaussant, en fait. Il faut évaluer l'ensemble des chaussures par le patient et puis également par le professionnel de santé. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis des Marocains, parce que chez nous, ici, au Sénégal, quand on porte les babouches, la mode voudrait qu'on choisisse la pointure en dessous de la taille normale. Si vous mettez du 42, il faut prendre du 40, par exemple. Je ne sais pas, on est au pays des babouches. Il faut venir nous expliquer comment on met les babouches. Et ça, quand je le mets, je me menace de me faire trucider parce que c'est justement un de nos profs de médecine qui met ses babouches comme ça. Quand j'ai projeté ça, il m'a dit, toi, je ne te raterai pas à la prochaine évaluation. Donc voilà, et puis vous voyez que les chaussures peuvent exposer au traumatisme, donc il faut vraiment insister dans l'éducation sur ce point. Dire aux patients que les plaies n'arrivent jamais au hasard. Elles sont rarement spontanées. Souvent, il y a un facteur déclenchant. Et dans ces facteurs déclenchants, la chaussure est le premier ennemi du pied diabétique. Comme on le voit sur cette image d'hématome sous-inguéal secondaire à des chaussures trop serrées. Et enfin, il faut l'acquisition d'un savoir-être. Il faut déterminer la fréquence selon laquelle le patient fait l'auto-examen des pieds, selon laquelle il fait le soin d'hygiène, le temps qu'il passe dans la semaine pieds nus, et puis l'attitude face à la découverte d'une anomalie ou d'une plaie. Parce que quand
justement il y a une ulcération, il y a une attitude qu'il faut que le patient sache aussitôt, et ça fait l'objet de la 9e recommandation. La prise en charge des lésions. Le groupe de travail dit qu'il faut vraiment prodiguer des soins appropriés pour les lésions pré-ulcératives, mais également pour les ulcérations. Il faut surtout recourir à un professionnel de santé en cas d'urgence. Quand il y a une couleur anormale, un gonflement anormal, quand il se produit des vésicules, des callosités, ou en cas de blessure, il faut savoir recourir à ces professionnels de santé. Mais tout à l'heure, j'insistais sur l'importance d'éduquer également les professionnels de santé. Et il nous revient à nous, c'est notre responsabilité, surtout de former les équipes paramédicales avec 3 messages simples en matière de prise en charge du pied diabétique. D'abord, qu'une plaie qui n'est pas déchargée, c'est une plaie qui n'est pas traitée. Quand le diabétique a une ulcération, surtout quand il y a une neuropathie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. S'il continue à marcher dessus, ça ne guérira pas. Donc, une plaie déchargée est une plaie non traitée. Les antiseptiques, ce n'est pas automatique. On reviendra sur ce point. Et puis, ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on met sur la plaie. C'est surtout ce qu'on enlève, l'importance de la détertion, qui est un geste capital dans la prise en charge des plaies. Il faut éliminer tous les tissus inertes, les tissus fibrineux ou nécrotiques. Donc, je disais les antiseptiques. Un petit point. Quand il y a une plaie sans signe d'infection, il est prouvé que le nettoyage au sérum physiologique seul est recommandé. L'application répétée d'antiseptiques, on aime bien le Daquin, la bétadine, ça gêne parfois la cicatrisation, l'iode, l'alcool, et ça dessèche surtout les nouvelles cellules. Ça peut ralentir donc cette cicatrisation. Il faut savoir que de nombreuses infections, surtout dans notre contexte, nous, ont pour origine une solution antiseptique contaminée. Il arrive que chez nous, ils produisent des litres de Daquin qu'ils mettent sur la paillasse, qu'on utilise quand il en reste, on laisse pour le lendemain. Il faut qu'on le leur rappelle. Ce n'est peut-être pas votre cas, mais chez nous, c'est très important qu'on le rappelle au personnel soignant. Et puis, surtout, c'est qu'aucune étude n'a démontré que le lavage des plaies à l'eau et au savon est moins efficace que l'utilisation d'antiseptiques locaux. Et ceci s'est rappelé par le groupe de travail international, eau propre ou solution saline pour nettoyer les ulcères. Débrider, importance de la détertion, et puis couvrir d'un pansement stérile. Voilà, c'est tout. La 10e recommandation a trait aux interventions chirurgicales. Interventions chirurgicales, parce que souvent elles sont nécessaires et il faut que nos chirurgiens comprennent que ce n'est pas toujours en matière de pied diabétique de la chirurgie de guerre. Je ne sais pas comment sont les relations entre les chirurgiens et les diabétologues au Maroc, mais chez nous, c'est tout le temps qu'on se tire dessus à boulet rouge. Ils détestent tout ce qui se rapporte au pied diabétique. C'est vrai que ça sent mauvais, c'est sceptique, voilà, il y en a trop. Donc, ils nous tirent tout le temps dessus à boulet rouge. Ils n'en veulent pas. Mais ce qu'il faut leur expliquer à ces chirurgiens, c'est que ce n'est pas seulement des amputations qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend, c'est de raisonner en termes biomécaniques pour éviter les récidives. Ce qu'on attend d'eux, c'est de la chirurgie prophylactique pour limiter le risque d'ulcération. Et ça également, c'est une recommandation forte du groupe de travail. Je voudrais juste terminer par vous dire que j'ai cherché des recommandations africaines. Je ne sais pas s'il y en a au Maroc, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Nous n'en avons pas non plus chez nous. Donc ici, nous utilisons les recommandations internationales et en particulier celles de la SFD, celles du groupe de travail international. Juste savoir que les principes que nous venons de décrire peuvent être adaptés ou modifiés pour être plus dans notre contexte, nos circonstances, pour tenir compte de nos différences, des situations économiques qui sont différentes, de l'accessibilité et puis de la formation de nos professionnels de santé. Donc je vous invite quand même tous à rejoindre, pour ceux qui ne sont pas dedans, le DFOOT International, qui a pour mission de réduire un peu les amputations liées au pied diabétique. Je suis membre régional pour l'Afrique de l'Ouest
Et nous organisons, professeur Belkhadir, vous êtes au courant, la semaine prochaine, non, enfin la première semaine de novembre, le Diabetes Awareness Week, c'est la semaine de sensibilisation sur le pied diabétique. Le 7 novembre, ici, pour nous, en Afrique de l'Ouest, c'est nous qui allons commencer le jeudi 7 novembre. Et pour la région MENA, ce sera pour le 11 novembre. Je vous invite tous à rejoindre ce groupe et à écouter ce qui sera dit et surtout à élaborer nos propres recommandations. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, professeur Mbaye, pour cet exposé exceptionnel. Donc, comme vous l'avez bien dit, on est dans un pays comme le vôtre, on a des ressources limitées. Donc, la prévention reste le moyen le plus efficace pour éviter toutes ces complications-là. Et je cède la parole à la salle pour des questions. Professeur Belkhadir. Merci beaucoup, professeur Maïmouna, pour cette conférence magnifique. Je rappelle au passage que Maïmouna fait partie des plus grands experts du pied diabétique dans le monde et c'est probablement l'une des meilleures spécialistes du pied diabétique en Afrique. Je remercie beaucoup la SMEDIAN d'avoir invité professeur Maïmouna, dont le talent et le professionnalisme est très connu de tous. Maïmouna, je te remercie d'avoir rappelé le problème, d'insister sur l'importance de la prise en charge du pied diabétique et qui est un indicateur de la santé dans un pays. Et dont la qualité de la prise en charge, c'est un excellent indicateur de la qualité de prise en charge du diabète. Donc moins il y a d'amputations dans un pays, dans une structure, ça veut dire qu'on s'occupe bien du diabète. Merci. Donc, c'est magnifique. Le deuxième point, c'est l'éducation, bien sûr, des patients, mais l'éducation des médecins généralistes, de première ligne. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme le patient ne sent pas le pied, ne sent rien, donc il tarde. Et quand il arrive, c'est déjà parfois souvent trop tard. Donc le problème, c'est la précocité, l'urgence de consulter, même quand c'est très, très superficiel ou c'est très bénin. Absolument. La troisième chose, à mon sens, c'est la passion. Est-ce que le médecin est passionné par ce qu'il fait? Et le pied diabétique est l'un des arguments où le médecin montre son empathie, son intérêt pour la prise en charge du diabète. Le diabète est une maladie chronique. Le patient va revenir régulièrement. Mais comment le faire revenir régulièrement? Comment le motiver? Non seulement au niveau de la prise en charge globale, mais du pied diabétique en particulier. Et au Maroc, on a une expression que je donne facilement à mes patients. Surveille tes pieds comme tes yeux. Ouais. Parce que les yeux, on les protège de façon très facile, de façon naturelle et spontanée. Mais on oublie ses pieds. Et je voudrais te poser, avoir ton avis. Tu as bien insisté sur la prise en charge précoce, sur le traitement, l'intérêt et le peu d'intérêt des antiseptiques. Qu'en est-il des antibiotiques que les gens sont tentés d'utiliser rapidement? Et aussi pour voir comment organiser, préparer, structurer avec Maïmouna et avec d'autres une sorte de guideline africain. Ouais. Je réponds tout de suite. Merci beaucoup pour vos excellentes contributions, professeur Belkhadir. Pour ce qui est des antibiotiques, l'antibiothérapie locale à proscrire complètement pour le pied. Pas d'antibiothérapie locale. Et pour maintenant les antibiothérapies de manière générale, s'il y a lieu de prescrire un antibiotique, il faut que ce soit un antibiotique de manière générale. Et justement, dans la section infection, il y a les règles
de prescription. Les règles de prescription d'antibiothérapie générale que l'on connaît, antibiothérapie d'abord probabiliste, puis adaptée en fonction de l'antibiogramme, parce que bien sûr, on aura pris soin de faire un prélèvement de pus ou de sérosité pour avoir identifié le germe en cause, et la durée de l'antibiotique est spécifiée selon le grade, le choix de l'antibiotique et la durée selon le grade des lésions. C'est dommage que je n'ai pas eu le temps d'aller plus en profondeur dans cette section infection. Créer des recommandations africaines, absolument, absolument. Parce que nous avons, comme vous l'avez dit, nos problèmes qui nous sont particuliers. Nous avons un contexte surtout particulier. Donc il faudrait qu'on arrive à se regrouper. Et on a la force, on a le pouvoir de le faire. Il suffit peut-être que l'ASMEDIAN, justement, pourrait voilà, piloter ça et puis qu'on se retrouve et qu'on ait un groupe de réflexion africain. Merci. Oui, professeur. Oui, docteur Hamidoun. Un micro pour docteur Hamidoun, s'il vous plaît. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le professeur Maïmouna. Et d'ailleurs, je la remercie d'être parmi nous, malgré sa souffrance et ses lombalgies chroniques depuis qu'elle est arrivée ici et ce traitement médical. Si vous vous souvenez bien, Maïmouna, on avait organisé le DFOOT international à Marrakech. Oui. Et l'objectif de l'ASMEDIAN, c'était d'élaborer une charte de travail, un plan de travail qui peut regrouper le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Oui. Nous avons bien travaillé, c'était une semaine à la charge de l'ASMEDIAN et on avait nommé quelques personnes de tête de groupe. Et depuis, le DFOOT international, sa présidente, Madame Christine Van Acker, qui nous avait promis beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. On avait invité des paramédicaux, on avait invité des podologues, on avait invité des endocrinos et des diabétologues. Malheureusement, on n'a pas de suite. On avait relancé ça plusieurs fois, mais les choses se sont arrêtées là. Et tu te souviens bien que juste après, on a fait le panafricain. Oui. Et le panafricain, l'atelier que tu avais organisé, il était bondé de médecins intéressés par le problème et d'apprendre. Maintenant, l'ASMEDIAN, elle est là avec je voudrais même parler de la SAIMEN. La SAIMEN, qui est la Société africaine d'endocrinologie et de diabétologie et maladies nutritionnelles. Là aussi, on peut faire quelque chose et réunir toutes les sociétés savantes. Oui. Il n'y a pas que l'ASMEDIAN, toutes les sociétés savantes maghrébines et de l'Afrique de l'Ouest. Et parce que nous avons nos particularités, nous avons des babouches et non pas des chaussures. Il faudra qu'on s'adapte nous aussi à notre façon de marcher, à notre façon de se chausser. Donc le message est donné, le temps est donné et l'ASMEDIAN n'hésitera pas à mettre les moyens et de participer pour améliorer cette prise en charge. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, docteur Walid. Merci beaucoup, professeur Maïmouna, pour votre excellent exposé. Vous vous rappelez de la déclaration de Saint-Vincent où on disait une amputation toutes les 30 secondes. Maintenant, on dit une amputation toutes les 20 secondes. Donc, les faits sont là, il y a aggravation des plaies du pied diabétique. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit faire, comme ça se fait ailleurs, des centres de pied diabétiques? Des centres de pied diabétiques, comme ça se fait en Europe, ou des centres de proximité? Parce que tout le monde s'intéresse sans vraiment s'intéresser. Comme vous l'avez bien dit, les chirurgiens n'aiment pas, les dermatologues n'aiment pas, s'il n'y a que certains médecins. Et on n'a pas beaucoup de podorthésistes. On a des podologues, pas de podorthésistes, pour bien faire, donc adapter le pied. Je me rappelle bien du travail de Georges Havan, que vous connaissez sûrement, ou de Martini, ou de Sultan, de toute l'équipe. On s'était mis d'accord finalement sur une chose, c'est de faire des centres et de faire des groupes localisés dans chaque région. Parce que faire tous les endocrinologues, ou faire tous les généralistes, ou faire tout, ne fait que retarder les complications. Le patient qui a une plaie du pied diabétique,
passe par le pharmacien. Chez nous, c'est le pharmacien qui traite tout d'abord. Après, passe par le médecin généraliste. Dermato arrive chez nous dans un état catastrophique. Comment faire pour arriver à rapprocher plutôt ces patients directement chez le spécialiste du pied diabétique? Donc le problème au niveau se pose là. Et l'attitude de certains médecins comme avant, je le répète encore, c'est qu'ils faisaient de la médecine, mais en même temps, ils faisaient un peu de chirurgie. Donc ils traitaient, ils débridaient vraiment de façon formelle, forte, et traitaient. J'ai vu chez Georges Avan des amputations du gros orteil pour revasculariser. Donc il le faisait automatiquement au service, et ça marchait très bien. Donc la question, comme disait aussi Sultan ou Martini ou d'autres, il y en a beaucoup. Hein. Donc est-ce qu'on pourrait en Afrique faire un exemple à l'africaine, tout en essayant de rapprocher le patient diabétique à ces centres-là, plutôt que faire un parcours, là on a le parcours du patient qui a un pied diabétique au Maroc, et je crois aussi au Sénégal, qui passe par tous les, même aussi par ce qu'on appelle les marabouts. Donc il passe pour faire les petites herbes. Donc les herbes, puis le pharmacien, puis ça passe partout. Il arrive. J'ai fait une photo où un pied diabétique j'ai fait des photos d'antibiotiques. 36 antibiotiques avec un pied qui ne citait pas d'antibiotiques. Donc la question est là. Comment faire? Et comment faire une stratégie politique? Pas de faire seulement des cours, mais d'aller à la pratique, faire des centres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à la fois une question et une contribution, plus une contribution qu'une question d'ailleurs, et vous avez tout à fait raison. Idéalement, on devrait avoir des centres dédiés. Mais il est évident que ça dépendra des moyens des pays. Surtout qu'en ce moment, à l'échelle internationale, on prône l'intégration pour ne pas créer des systèmes parallèles. Ce qui est important, je pense, c'est la multidisciplinarité. Que ce soit dans un centre à part ou intégré aux soins habituels, l'essentiel pour le pied diabétique, c'est que la prise en charge soit multidisciplinaire et qu'elle soit faite en amont des lésions évoluées. Mais idéalement, si on peut le faire, et le groupe de travail international, DFOOT International, a émis des recommandations pour la création de ce type de centre pas à pas, avec différents niveaux, selon les ressources qui sont disponibles, pour voir quelles sont les prestations qui peuvent être effectuées à chaque niveau selon la disponibilité des ressources. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Donc, merci encore, professeur Mbaye, pour votre excellente présentation.